Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses états, à Łódź ou plus exactement Łódź en polonais, car c'est la troisième ville de Pologne, ce pays de 38 millions d'habitants qui a connu le mouvement Solidarność dans les années 80 et s'est émancipé du bloc communiste il y a 25 ans, est entré il y a 10 ans tout juste dans l'Union européenne avec un certain succès. Et nous allons tout de suite à la rencontre de notre premier invité, un député européen du Parti populaire européen qui correspond ici à Plateforme Civique, PO, le parti du Premier ministre Donald Tusk. On rencontre maintenant Jacek Saryusz-Wolski. Jacek Saryusz-Wolski, bonjour. Enchanté. Nous sommes dans votre ville, Łódź. C'est une grande ville manufacturière à l'origine et qui a connu un certain déclin industriel, puis une revitalisation grâce à l'Union européenne. Cette ville était dominée par l'industrie textile, comme Manchester, comme Lyon. C'était la ville qui faisait la grève juste après Gdańsk, des fameuses grèves de travailleurs de l'industrie textile. Donc le mouvement de Solidarność ici à Łódź, il était très fort. Mais après le grand changement, il fallait faire autre chose. Donc elle a transformé, c'était douloureux. Mais maintenant, c'est une ville de services, de technologie, de logistique, aussi de la ville académique et de recherche. Et puis il y a une autre réalisation très novatrice dans cette ville, qui a gagné des prix d'ailleurs. Oui, c'est Manufaktura. C'est une vieille usine textile, une énorme usine textile, qui a été transformée dans un centre commercial, artistique, sur le cœur de la vie sociale de la ville. Même les gens de Varsovie, il y a 140 km d'ici, ils viennent faire des achats ici partout. Cette ville, elle est aussi très réputée pour son cinéma, avec une école de cinéma qui a vu de grands réalisateurs, Andrzej Wajda, Roman Polanski, sont passés par là. Kieślowski et Zanussi aussi. Vraiment, les plus grands réalisateurs cinéastes sont nés ici, dans cette unique école, haute école de la cinématographie. Pourquoi ici? Parce que c'était créé il y a longtemps, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et puis ça a eu un grand renommé. C'est pour ça que nous appelons Łódź Holy Łódź. Comme cette ville, c'est toute la Pologne qui a été redynamisée par son entrée dans l'Union européenne en 2004. Et d'ailleurs, le pays n'a pas connu de récession. C'est une exception dans cette Europe qui s'est enfoncée dans la crise. Quelle est la recette du miracle polonais? Réponse avec ce reportage signé Nicolas Becker et Chris Moore. Dans ce verger, à quelques kilomètres de Varsovie, ces deux hommes inspectent chaque pommier pour repérer d'éventuelles maladies. Un rituel ancestral pour Christophe. Pourtant, bien des choses ont changé en 10 ans depuis l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Il a dû s'associer à une trentaine d'autres petits producteurs pour survivre. J'avais l'habitude de prendre mon van, d'aller au marché, d'y passer la nuit, puis de rentrer à la maison pour dormir 1 heure et repartir travailler dans les champs. Depuis, il a reçu une aide de plus de 12 millions d'euros financée à moitié par Bruxelles pour se moderniser. Les fruits sont aujourd'hui lavés, triés et emballés grâce à ces machines dernier cri. L'agriculture est en plein essor en Pologne grâce à des gros projets industriels comme celui-ci. Les exportations ont été dynamisées en 10 ans. Avec 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce directeur est heureux, même s'il aimerait que l'Europe ouvre son marché aux pommes polonaises. Sans les fonds européens, nous n'aurions pas été capables de réaliser quoi que ce soit à cette échelle. Notre but était d'exporter plus de produits de qualité en Europe de l'Ouest, mais ça n'a pas marché. La production d'un côté, la distribution de l'autre. Et les entreprises peuvent aujourd'hui exporter leurs marchandises, non seulement plus vite, mais aussi plus loin. Toujours grâce à l'argent européen, 11 000 km d'autoroutes ont été construites ces 10 dernières années. Le but, connecter la Pologne au reste du continent. Nous planifions de construire des milliers de kilomètres de routes supplémentaires pour compléter les infrastructures polonaises. Notre objectif, c'est plus de 3500 kilomètres de voies rapides. Tous les États membres anciennement communistes ne s'en sortent pas aussi bien que la Pologne. En cause, une mauvaise gestion des aides financières.
Pour cet ancien conseiller présidentiel, la différence est claire. Nous essayons de limiter le plus possible la mauvaise utilisation des fonds européens. Les utiliser seulement pour améliorer la qualité de vie sans augmenter le PIB serait une grave erreur. La chute du communisme et l'adhésion à l'Union européenne ont attiré de nombreuses entreprises étrangères dans ce pays en plein essor. Les investissements étrangers ont beaucoup diminué en 2013, mais sur les grandes artères de Varsovie, les marques internationales sont pourtant bien implantées. Le français Orange a racheté l'opérateur historique. Il est aujourd'hui leader sur le marché des télécoms. Mais qu'en pensent les consommateurs? Ça m'embête un peu, mais ça ne change pas grand-chose parce que l'argent aujourd'hui circule, comme les frontières sont plus fluides. L'investissement français n'est qu'un exemple de la colonisation de la Pologne. Nous n'avons jamais voulu cela et ce n'est pas pour cela que 10,5 millions de personnes se sont battues en 1980. Mais pour le président d'Orange, la Pologne gagne doublement au change. Les grandes marques apportent non seulement de l'argent, mais aussi leur savoir-faire. La Pologne devient plus riche, elle veut devenir plus indépendante économiquement, elle a plus d'accumulation de capitaux, donc il n'y a rien de mauvais qu'on essaie à un peu repoloniser. Mais je pense que les 25 dernières années, ce n'était pas un temps perdu. Cette politique d'investissement et cet esprit d'entreprendre n'auraient pas été possibles sans un atout majeur, une monnaie très faible. Avec la crise qui frappe la zone euro, les Polonais ne sont pas pressés de troquer le zloty contre la monnaie unique. Au moment de la crise en Europe, l'économie polonaise s'est montrée flexible. Et oui, nous avons eu de la chance d'avoir un zloty faible. Cela a compensé le manque de compétitivité. Pourtant, ils vont devoir adopter l'euro au plus tôt. Bruxelles considère Varsovie comme l'un des bons élèves des 28. Un programme d'aide supplémentaire a été décidé d'une valeur de 80 milliards d'euros sur 7 ans. On vient de voir ce reportage sur la belle santé économique de la Pologne. 10 ans après l'élargissement, elle s'en sort beaucoup mieux que ses voisins. Alors, est-ce que vous diriez que l'Union européenne y est pour beaucoup? L'Union européenne nous a offert premièrement le grand marché intérieur, ce qui nous a permis de se développer plus vite, de moderniser l'économie, aussi les fonds européens qui sont arrivés à la veille de l'entrée à l'Union européenne et puis encore dans plus grande quantité. Mais aussi tout ce qui est standard européen en termes du droit européen. Ça nous a permis de moderniser le système économique et social, ce qui a produit un effet que vous appelez miracle. Nous n'avons pas eu la récession, toujours nous avons eu la croissance, même pendant la plus profonde crise européenne. Alors là, vous nous avez emmenés devant l'Institut de l'Europe de Łódź, que vous avez vous-même inauguré en tant que ministre en 1994, 10 ans avant l'élargissement, en compagnie du président de la Commission de l'époque, Jacques Delors. C'est un institut européen qui a été créé pour former les futurs cadres qui pourraient servir à l'intégration européenne. La Pologne, 30 000 environ sur le niveau national, donc ministériel, niveau régional et niveau local, pour apprendre l'acquis communautaire, toutes les politiques, les institutions, la mécanique de l'intégration européenne. Il y a tout de même le revers de la médaille de cette croissance polonaise. 2 millions de personnes sont parties de ce pays depuis l'élargissement et le chômage est assez fort, 13%. Le chômage est élevé par standard ouest européen, mais nous nous souvenons le chômage de 20%. C'est en partie inévitable à cause de la transformation de l'économie. Beaucoup de branches d'économie ont été fermées et la main-d'œuvre devait trouver de nouvelles qualifications, nouveaux emplois. Donc c'est la partie de cette transition économique que nous vivons. Et ceux qui sont allés travailler en Europe de l'Occident, ils ont gagné de nouvelles qualifications. En même temps, ils ont contribué au bien-être de ce pays, tel que Grande-Bretagne ou Irlande. Mais beaucoup d'entre eux, ils reviennent avec de nouvelles idées qui ajoutent au développement économique de la Pologne aussi.
Alors les Polonais, ils sont aussi très sensibles au sort de leurs voisins ukrainiens, avec cette crise ukrainienne qui perdure, et ils demandent une réaction plus forte de l'Union européenne. Nous pensons que c'est l'intérêt de base fondamental de l'Union européenne, de sa sécurité d'abord, prospérité après, d'avoir le voisinage qui est calme, qui est stable, qui se développe, qui ne nous menace pas, mais qui ouvre des possibilités économiques et politiques à l'Europe unie. C'est pour ça que nous devons supporter la démocratie, les aspirations européennes de l'Ukraine. Et nous pensons qu'en face de cette agression russe qui se fait devant nos yeux, il faut plus d'efforts du côté de l'Union européenne d'ouvrir nos portes à l'Ukraine, aider et puis contre-agir par rapport à la Russie. Votre Premier ministre, Donald Tusk, a mis en avant ces questions de sécurité à renforcer face à Moscou dans toute la campagne des Européennes. 25 ans après avoir rompu avec le bloc communiste, les Polonais restent très inquiets des agissements de Vladimir Poutine en Russie et ils sont aussi très sensibles au sort de leurs voisins ukrainiens et à leur détresse. Ils tentent de les aider. On regarde comment avec ce reportage. Nous sommes à 70 km de la Pologne, dans la plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Dans ce vieil immeuble, plusieurs associations viennent en aide aux déplacés de Crimée. Anna, Alexander et leur fils ont quitté Sébastopol peu avant l'annexion russe, en mars dernier. Ce jour-là, ils ne viennent pas seulement chercher des médicaments et des couches pour leur fils, ils veulent aussi témoigner des arrestations et des pillages sur la route. On a passé plusieurs postes, de Sébastopol jusqu'à Vernier-Sadovice. On est passé sans aucun problème. C'était tranquille, mais en arrivant à Armiansk, il y a quelqu'un qui est venu vers nous, genre kazakh ou je ne sais pas. Il était masqué. Ça, c'était le 1er mars, avant l'annexion. C'est comme cela qu'on a compris que les choses allaient empirer. Pour cette famille, comme pour beaucoup, Lviv n'est pourtant qu'une étape vers l'Union européenne. Lviv est à la frontière de l'Europe. D'ici, ils peuvent demander le statut de réfugié dans des pays comme la Pologne. De l'autre côté de la frontière, à Varsovie, les drapeaux ukrainiens flottent à la moindre manifestation dans une Pologne obsédée par une Russie expansionniste. Le pays a très vite affiché sa solidarité avec les manifestants de Maïdan. Autre rassemblement, même drapeau. Nous y rencontrons Natalia. Elle est ukrainienne et dirige le mouvement Maïdan en Pologne. Depuis le premier jour, quand les gens sont sortis dans les rues de Kiev en novembre, ils ont reçu le soutien du peuple polonais. Et ce soutien, on le ressent encore aujourd'hui. Le lendemain, Natalia nous emmène à la rencontre de Victor, l'un des 100 Ukrainiens blessés à Kiev lors des manifestations. Il a été soigné ici, à la charge du gouvernement polonais. L'association de Natalia l'a aidé à être accueilli dans cette famille. Certains d'entre eux viennent directement des manifestations de la place Maïdan avec leurs boucliers et leurs casques. Ils arrivent en Pologne comme cela. Victor se repasse en boucle les images de Maïdan, de ce jour où il a reçu une balle en caoutchouc dans l'œil gauche. Il récupère depuis son opération et pense bientôt rentrer à Kiev. Il aimerait pourtant que sa fille puisse rester ici. Elle est très heureuse à l'école ici. C'est un bon endroit. Il y a des bons profs et j'aimerais bien qu'elle reste ici pour étudier. Sa femme, quant à elle, n'est pas convaincue que l'avenir de sa famille soit ukrainien. J'ai toujours voulu partir. Cela a toujours été un rêve pour moi. Aujourd'hui, même si cela s'est fait dans des circonstances dramatiques, on est enfin parti. Depuis le début de la crise, plus de 400 Ukrainiens ont déjà demandé le statut de réfugié en Pologne. De l'autre côté de la frontière, beaucoup hésitent encore à franchir le cap. Pour terminer, Jacek, vous nous avez emmenés au Collège d'Europe à Natoline, plus exactement. C'est à Varsovie et c'est devenu un lieu d'excellence, l'ENA européen en quelque sorte. C'est le deuxième campus du Collège d'Europe. Le premier campus est à Bruges, à Bruxelles. 120 étudiants ici.
Nous avons chaque nationalité européenne et même du dehors. Donc nous invitons ici des étudiants du voisinage du sud de l'Europe, mais aussi du voisinage de l'Est, y compris aujourd'hui, c'est important, les Ukrainiens. Vous parliez de bon voisinage avec les Ukrainiens. Vous êtes vous-même membre de la commission sur l'OTAN au Parlement européen. Et votre Premier ministre Donald Tusk, que vous soutenez, a proposé une union énergétique. Une solidarité énergétique en cas de crise, les achats en commun et de finir avec le diktat de prix, le monopole russe des livraisons pour que nous puissions payer moins pour l'énergie, pour devenir plus compétitifs dans le marché mondial, mais surtout pour ne pas subir des pressions politiques telles qu'elles sont faites aujourd'hui par la Russie. Puisque vous nous dites que les Polonais sont devenus europhiles, 90% considèrent que l'Union européenne a été une bonne chose depuis 10 ans pour eux. Est-ce que pour autant, ils sont prêts à embrasser l'euro, la monnaie unique, et à quelle date? Ils sont prêts, mais pas aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas encore prêts en termes des critères de convergence macroéconomique. Et puis ils ont été mal informés par les médias que c'est l'euro, la monnaie qui est en crise. Pourtant, c'était seulement certains pays de la zone euro et certains systèmes bancaires. Mais dès que nous serons prêts, la Pologne va entrer dans la zone euro aussi vite que possible. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr en notre compagnie pour une seconde partie dans quelques minutes, juste après la pause, toujours à Varsovie. À tout de suite. Święta na Twym świętym progu staje nasz natchniony gór. Jasność Twoja wszystko zaćmi, złączy co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi, tam gdzie Twój przemówi głos. L'Europe dans tous ses États. Rejoignez-nous pour l'Europe dans tous ses États à Varsovie. La Pologne s'est émancipée du bloc communiste il y a 25 ans, est entrée dans l'Union européenne il y a 10 ans et connaît depuis une croissance à faire pâlir d'envie ses voisins. Nous décrypterons les recettes du miracle polonais. Nous pencherons également sur une politique énergétique qui lui vaut des rapports assez difficiles avec Moscou. L'Europe dans tous ses États, à voir sur France 24 et sur france24.com.
Une journée sous haute surveillance en Turquie. De nombreuses manifestations sont attendues aujourd'hui pour dénoncer la dérive autoritaire du pouvoir. Il y a un an, plus de 2 millions de Turcs descendaient dans la rue contre le gouvernement islamo-conservateur. La police réprimait violemment les manifestants. Pas d'élection en Thaïlande avant l'année prochaine. Le chef de la junte a présenté sa feuille de route après un coup d'État. Les États-Unis ont rejeté cette feuille de route. Ils réclament des élections rapides et que les prisonniers soient relâchés. La journée mondiale sans tabac, le tabagisme fait 73 000 morts en France. Le gouvernement réfléchit actuellement à plusieurs pistes. Un projet de loi sur la santé doit être dévoilé le 17 juin. Il pourrait inclure l'instauration de paquets standardisés. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. En Turquie, l'opposition appelle les Turcs à descendre dans la rue à Istanbul et dans les grandes villes pour commémorer l'anniversaire de la révolte au parc Gezi. Le collectif Taksim avait lancé il y a un an une fronde contre le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Ce mouvement, qui a duré des semaines, a été violemment réprimé par les forces de l'ordre. Anna Moreau. C'est ici que tout a commencé. Mélissa revient souvent au parc Gezi. Elle fait partie de ceux qui l'ont occupé pendant 2 semaines pour protester contre un projet immobilier. Cet endroit était rempli de tentes. Ici, il y avait un petit jardin et nous avions planté des choses juste pour dire « Vous voulez nous prendre le parc ? Ok, nous allons faire revenir la nature dans le parc. » L'occupation par une poignée de militants écologistes s'est transformée en ville camping abritant plusieurs centaines de personnes. Le 31 mai 2013, la police anti-émeute tente de déloger ce petit monde à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. La violence de l'opération marque le début d'une contestation de grande ampleur dans tout le pays. Plusieurs millions de Turcs iront battre le pavé. Les heurts feront plusieurs morts et des milliers de blessés. Des gens sont morts ici, en essayant de protéger Gezi pendant les manifestations partout dans le pays. On est arrivé à un point de non-retour. Même s'ils essaient de nous démolir, nous serons là, encore et encore. Quelques mois plus tard, le Premier ministre sera de nouveau mis en difficulté par une série de scandales de corruption. Cette fois-ci, il essaye de contrôler la situation en imposant des restrictions controversées sur les réseaux sociaux. Malgré tout, Erdogan garde une base solide, surtout parmi les classes les plus populaires. En mars dernier, il obtient une victoire écrasante lors des élections municipales. Mais quelques semaines plus tard, le drame de la mine de Soma fait plus de 300 morts et ravive les braises de Gezi. Il y a eu beaucoup d'activistes de Gezi qui ont aidé les victimes du désastre de Soma. Cela pourrait donner lieu à une diversification sociale du mouvement de Gezi. Malgré l'interdiction de manifester aux abords du parc et sur la place Taksim, c'est ici que l'opposition veut commémorer le premier anniversaire des événements de Gezi. En Inde, la police a arrêté un 5e suspect après un viol collectif. Face à la colère et l'émotion de la population, les autorités ont décidé de suspendre 2 policiers. Un autre a été arrêté. 2 adolescentes ont été retrouvées pendues à un arbre dans un village du nord du pays. En Thaïlande, une semaine après le coup d'État, le chef de la junte révèle sa feuille de route. Il n'y aura pas de nouvelles élections avant au moins un an. Les États-Unis demandent des élections rapides. Cyril Payen, notre correspondant à Bangkok. C'est un argument de poids et c'est d'ailleurs le préambule de son allocution qu'il a donnée hier, son allocution télévisée. Il a commencé par ces mots « Le bonheur est en train de revenir en Thaïlande », ni plus ni moins. Donc évidemment, c'est un argument de poids qui pourrait en convaincre certains. Donc vous l'avez dit, il a également donc donné les points, les 3 points de cette feuille de route un peu vague qui engendrerait donc d'abord un processus de réconciliation nationale. Et je peux vous dire qu'il y a du pain sur la planche pour cette notion. Puis ensuite, des réformes. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas vraiment de détails. Et puis ensuite, encore plus vague, un an et demi de la tenue donc d'élections. Le vrai problème ici, c'est que il y a 16 millions d'électeurs qui n'ont pas voté pour le général Prayut, qui sont l'ensemble de l'électorat.